Merci, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ouvrir ces échanges autour des énergies d'avenir et en particulier les énergies marines, hydrogène et les nouveaux horizons qu'elles ouvrent pour la décarbonation de notre économie et pour transformer nos systèmes énergétiques. Les nouveaux horizons, ce sont tout d'abord l'horizon, je dirais, de l'objectif, celui du cap ambitieux que nous a fixé la présidente de l'Union européenne, de la Commission européenne, ce serait plus clair, d'une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 pour arriver à une économie décarbonée en 2050. 55%, c'est un objectif qui est fixé en septembre 2020 et qui nous oblige à parcourir ces différents horizons. Premier nouveaux horizons, c'est les nouveaux horizons technologiques. Je pense notamment aux technologies les plus avancées pour la décarbonation de notre économie, comme la maîtrise de l'hydrogène bas carbone dans les mobilités lourdes ou dans les industries les plus émettrices, mais également d'autres technologies de rupture comme la capture de dioxyde de carbone. Décarboner l'industrie, c'est une condition nécessaire pour atteindre les objectifs que la France s'est fixés. Et vous le savez, la stratégie nationale bas carbone décline les efforts que les différents secteurs de l'économie devront fournir pour atteindre ces objectifs. Et donc, elle fixe un objectif pour l'industrie qui est une réduction des émissions de 35% en 2030. Aussi, il nous faut nous appuyer sur toutes les technologies qui nous permettent d'atteindre cet objectif pour accompagner les secteurs les plus émetteurs. Et ça veut dire aborder chaque filière une par une, parce qu'on ne va pas faire de la même manière dans une aciérie ou dans un haut fourneau, pour prendre cet exemple-là sur lequel nous travaillons, dans une cimenterie ou dans une production de sucre, comme on peut le rencontrer. Et puis, il y a gaz à effet de serre et émissions de CO2. Vous connaissez cela par cœur, mais ça veut dire autant de technologies efficaces pour adresser chacun de ces sujets. Nous avons déjà engagé massivement cet effort pour la filière hydrogène, à laquelle nous consacrons 2 milliards d'euros d'ici 2022 dans le plan de relance et 7 milliards d'euros d'ici 2030, l'hydrogène étant une des technologies sur lesquelles nous nous appuyons pour décarboner l'industrie. Et je citais à l'instant l'exemple des hauts fourneaux, nous avons des dossiers très concrets sur ce sujet-là. Ce travail considérable ne peut pas se faire sans le régulateur sectoriel. La CRE a apporté un concours particulièrement utile à la réflexion. Et je le dis ici, pas parce que la CRE est présente, mais parce qu'on a absolument besoin d'une institution qui soit dans l'animation du dialogue entre l'ensemble des acteurs de l'énergie, et c'est l'objet de ce comité de la prospective, mais qui soit également experte et indépendante. Et j'insiste sur experte, je reviendrai à la neutralité technologique. On m'a appris dans un métier antérieur facts and data, et je crois que la CRE doit vraiment porter cette vision d'avoir des faits et d'avoir des chiffres, et effectivement de répondre à l'émotion qui peut parfois entourer cette approche de la manière dont on peut massivement décarboner notre économie, et nous pensons que c'est atteignable, comme le comité de la prospective le pense. Les travaux menés par Olivier Appert et Patrice Geoffron sur la contribution que l'hydrogène peut apporter dans cette perspective nous donnent un éclairage utile et doivent à présent conduire à un approfondissement des travaux avec le régulateur et les administrations, dans une démarche qui associe les professionnels de la filière pour construire des régimes de soutien pertinents, accompagner l'émergence de solutions industrielles et préparer, et c'est important aussi, une position française sur le cadre réglementaire européen de l'hydrogène. Nous ne pouvons pas arriver en désordre au niveau européen. La CRE doit aider à animer ce travail, à construire cette position française unique et à la défendre auprès de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie de la Commission européenne. Les nouveaux horizons, ce sont aussi les nouveaux horizons géographiques. Les énergies marines renouvelables présentent à cet égard un réel enjeu industriel pour la France qui bénéficie d'un positionnement technologique, géographique également remarquable à ce titre, ainsi que de nombreux gisements. Le déploiement de l'éolien offshore, aujourd'hui posé au fond, demain sans doute flottant, est un levier majeur pour atteindre nos objectifs climatiques. Il s'agit à la fois de l'énergie renouvelable la plus compétitive, comme l'ont montré les résultats des appels d'offres les plus récents menés par la CRE, mais également de celle où nous avons le mieux su accompagner le développement d'une filière française
créatrice d'emplois et de valeur ajoutée dans les territoires. Je le dis, on mentionnait sur l'hydrogène la nécessité d'avoir un déploiement industriel et d'avoir des composants industriels fournis à la filière. C'est la même chose sur l'éolien offshore et nous nous y employons. Vous savez que chez General Electric à Saint-Nazaire, où je me rendrai le 1er juillet prochain, c'est 350 emplois qui ont été créés en 2020, en pleine crise. En 2021, ce sera à nouveau 300 emplois créés pour l'usine de pales d'éoliennes de Cherbourg. Et au Havre, ce développement se matérialisera dans le chantier de l'usine de Siemens Gamsa, qui viendra également approvisionner les projets de champs offshore en France et à l'export. Les nouveaux horizons, ce sont enfin le développement de nouvelles régulations face à la concurrence internationale. Atteindre notre objectif climatique suppose d'améliorer notre lutte contre les fuites carbone. Et je regarde Catherine McGregor, puisqu'on en a parlé hier. C'est notre capacité à ménager une concurrence loyale, level playing field en bon français. Et donc c'est ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sur lequel nous devons avancer, en étant bien sûr qu'il n'a pas des effets induits ou indirects qui nous auraient immédiatement échappé, et donc pour faire en sorte de révéler le prix du carbone des importations vers l'Europe et de remettre sur le même pied de compétition les industriels européens et les industriels qui produiraient à l'extérieur, parfois très bien, parfois avec un contenu carbone très lourd. Atteindre nos objectifs de transition énergétique suppose également, par cohérence politique, par souci d'acceptabilité sociale, je l'ai dit à l'instant, parce que l'enjeu économique est important, de favoriser dans nos appels d'offres les projets renouvelables ou hydrogène qui ont le meilleur contenu européen. Et croyez-moi, pour avoir un peu étudié la question de la réciprocité dans les marchés publics, des économies aussi diverses comme les États-Unis et la Chine s'y emploient avec beaucoup de talent, le Japon aussi. Et donc, ce n'est probablement pas un sujet idéologique, mais plus un sujet de pragmatisme économique. L'avenant au contrat stratégique de filière, nouveau système énergétique, que je signerai prochainement aux côtés des acteurs du secteur, se donne pour objectif de faire progresser ce sujet dans le débat européen. Voilà très rapidement ce que je voulais dire en introduction de manière assez factuelle. Je dois au passage dire que je me retrouve pleinement dans les conclusions de ce groupe de travail numéro 4, à tel point que j'allais susurrer à mon conseiller qui est au premier rang. Je lui demandais si ce n'était pas lui qui avait soufflé quelques idées. En tout cas, je crois que c'est très précieux et on voit que quand on réunit les professionnels autour d'une table et qu'on travaille de manière très effectivement dénuée de contenu idéologique et en étant dans la neutralité technologique, on y parvient très bien. Merci beaucoup à vous. On peut évidemment vous applaudir. Alors, je vous invite à venir, si vous voulez vous installer, parce qu'on va avoir un petit temps d'essence avec Monsieur Carinco. Alors, soit Monsieur Carinco, vous avez tout de suite une question à Madame la Ministre. Moi, j'en ai quelques-unes, mais sinon, vous pouvez rebondir et réagir. Et puis aussi dans le public, n'hésitez pas. Je vous rappelle, il y a toujours l'onglet questions-réponses et vous pouvez poser vos questions. Vous voulez dire quelque chose, Monsieur Carinco? Oui, j'ai juste envie de dire à la Ministre, je reviens sur le sujet européen, l'Europe, c'est nous. On n'est pas assez présent, assez intervenant. On prend trop, c'est pas votre cas, mais globalement depuis des années, on sait bien que depuis des années, on dit l'Europe fait ceci, l'Europe fait cela. Non. L'Europe fait ce à quoi on participe. Et mon souhait, Madame la Ministre, exprimé publiquement, c'est une présence absolue de la France dans toutes les instances européennes. Pour influer, pour qu'on construise, nous, l'Europe, à notre position, à notre part. C'est ça mon souhait. C'est pas une demande d'explication, c'est un souhait. Mais alors, souhait que je partage, puisque moi, je n'ai jamais raté un conseil compétitivité, par principe. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut influer sur la taxonomie, pour prendre cet exemple-là, qui n'est pas complètement neutre dans la discussion que nous avons, puisque notre enjeu est de parler d'hydrogène bas carbone, pas de parler d'hydrogène à base d'énergie renouvelable. C'est ce qu'on appelle la neutralité technologique. Si j'ai une meilleure proposition de valeur et qu'elle est bas carbone, alors on doit la privilégier. Et effectivement, nous avons, je pense, monté notre niveau de jeu, notamment dans la participation au niveau des experts et au niveau politique sur les lignes directrices, sur le Conseil compétitivité, sur le Conseil Ecofin, sur l'énergie. Mais vous avez raison de dire que la chaise a probablement été un peu vide à certains moments, ce qui fait que dans le mode de fonctionnement des institutions européennes, il faut réhabituer le collectif à entendre la voix de la France et la porter haut et fort.
On a bien compris que vous êtes présente au niveau européen. Revenons un petit peu en France. Jean-François Carenco aime dire que Linky, c'est français. On parle de contenu industriel français, de retomber aussi sur le territoire, par exemple pour l'éolien offshore ou encore pour l'hydrogène, puisque vous en parliez. Alors, quels instruments et quelles approches justement pour s'assurer de ce contenu et de ce maximum de contenu français ? Alors, la première approche, c'est effectivement de construire des mécanismes de soutien à une filière et de soutien aux équipementiers pour permettre de faire émerger des solutions et de faire en sorte que les équipementiers aient accès à des marchés. Donc ça passe par ce qu'on a fait sur l'éolien offshore, en fait, qui pour le coup a été un succès, comme je le soulignais dans mon propos introductif. C'est une filière sur laquelle nous devons à présent donner de la visibilité sur le calendrier d'appel d'offres et continuer l'effort de simplification des procédures administratives. Et c'est également la logique qui inspire toute l'approche de la stratégie nationale hydrogène. Donc donner de la visibilité, accompagner les équipementiers, les fournisseurs de composants, éventuellement leur donner un coup de pouce au travers du plan de relance et faire en sorte que tout le monde ait accès aux appels d'offres. Et dans l'acceptabilité sociale d'un certain nombre de projets, de toute façon, le contenu local sera important. Et j'invite les entreprises qui participent à ces appels d'offres aussi à être sensibilisées à cette question du contenu local pour favoriser et accélérer la réalisation des projets. Il faut également prévoir l'obligation de publier des indicateurs de contenu local parce qu'il faut de la transparence sur le sujet. Et pour certaines filières, prévoir des critères d'éligibilité et de notation dans les offres qui soient compatibles avec l'OMC. Donc là, on rentre plus dans la technicalité de la commande publique et du droit du commerce international. Mais les leviers existent et encore faut-il les utiliser. Alors sur la question de l'hydrogène en particulier, parce que là on en parle beaucoup depuis le début de cet événement, quelles sont les priorités justement pour réussir, pour développer cette filière ? Peut-être le lien aussi qu'il peut y avoir entre le régulateur et vous, pouvoir public, il peut y avoir un échange aussi entre vous deux sur ce sujet. Alors, je le disais, l'enjeu de l'hydrogène, d'abord, c'est pas une production d'énergie, c'est un vecteur. C'est un vecteur. C'est pas tout à fait la même chose. L'objectif, c'est la décarbonation. C'est pas de construire des certifications complexes pour d'hydrogène renouvelable et qui ne traduisent pas le fonctionnement réel du système énergétique. Pas plus d'ailleurs qu'elles ne répondent à l'enjeu climatique. Et à ce titre, la voie de la CRE, donc l'autorité administrative indépendante, l'experte, ou en tout cas qui sait réunir les personnes de référence, doit peser dans le débat pour apporter de la rationalité, et ça sera notamment fondamental pour la directive énergie renouvelable. Je vais me faire engueuler par tout le monde, mais ce matin, dans les tables rondes, il y a quelqu'un dans le sujet, il y a quelqu'un qui a dit, 2 minutes, vous pouvez y aller, il y a quelqu'un qui a dit, il faudrait que la CRE ait une mission de régulation sur le système. Donc ça ne se fait pas, mais on ne peut pas donner la parole à un coprésident qui explicite cette idée de régulation de l'hydrogène. Alors moi, pour 1 minute. 1 minute, vraiment, parce que là, qui le dit, là. Signe de sémaphore. Alors, parce qu'il faudra qu'on vous tende un micro. C'est un gros exercice périlleux. Allez-y, fort. Alors, vous voulez terminer, Madame la Ministre ? On va passer la parole à... 1 minute, après, il faut... Allez-y. Voilà. Oui, Monsieur le Président, j'ai précisé notre pensée qui est moins de réguler à ce stade un système hydrogène, plutôt que d'assurer un suivi, et peut-être qu'à ce moment-là, le groupe de travail qu'on a piloté cette année serait la première étape, parce que finalement, la question qui va se poser à un terme qui est indéterminé, c'est la question de la manière de connecter ou non les hubs d'hydrogène très intenses, notamment autour des zones portuaires et industrielles, et du besoin qui pourrait se faire sentir, encore une fois, un horizon qui est indéterminé, et c'est évidemment la grande question de les interconnecter. Question qui s'est posée à d'autres moments, notamment en matière électrique, de manière à éviter l'archipélisation, et donc finalement la pression sous laquelle on s'est trouvé, pression très, très amicale durant ce groupe de travail,
et de savoir à quel moment cette question des grandes dorsales pourrait se poser. Et la réponse qu'on a apportée dans ce rapport, c'est qu'il est à la fois urgent d'attendre, mais urgent de monitorer le besoin et l'évolution de la demande. C'est ce qu'on partage, hein, grosso modo. C'est effectivement, il faut concentrer ces hubs d'hydrogène là où on en a des besoins forts industriels et sur d'autres usages, mais concentrés. Mais il ne faut pas perdre de vue la question des infrastructures, tout en étant prêt à déployer lorsqu'on aura les différents éléments de la chaîne de valeur et lorsque cela fera du sens en termes de retour sur investissement. Donc on rejoint cette approche-là. Alors, je tiens à préciser que c'est Patrice Geoffroy qui est intervenu, l'un des deux coprésidents. Vous devez filer, Madame la Ministre ? Elle se défile, mais je la raccompagne. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup donc à tous les deux. On peut à nouveau vous applaudir. Madame Agnès Pannier-Runacher et Jean-François Carenco pour cette introduction.